Et on va passer à l'aménagement de réserve dans l'urgence. Donc on va tout de suite accueillir Geneviève Desrogis, qui est régisseur des collections à la conservation des musées de Grasse. Bonjour, donc effectivement je suis Geneviève Desrogis, régisseur des collections, alors plus précisément du musée international de la parfumerie pour les musées de Grasse, qui est une conservation transversale, et je vais essayer quand même de vous planter le décor pour commencer. Vous pouvez voir en haut à gauche, je vous ai mis les acronymes, c'est plus facile pour moi, mais donc vous avez le musée international de la parfumerie en haut à gauche, le musée d'art et d'histoire de Provence en haut à droite, en dessous la Villa Jean-Honoré Fragonard, et sous le MIP, le jardin, qui se trouve à quelques kilomètres et qui est un conservatoire de plantes à parfum. Il faut savoir que cette conservation des musées de Grasse est transversale. Pour autant, ils sont régis 2 à 2 par une tutelle administrative séparée, puisque le MIP et le JMIP sont gérés par la communauté d'agglomération Pays de Grasse, alors que le MAP et la Villa sont restés Ville de Grasse. Pour autant, la majorité, la quasi-totalité des collections sont propriété Ville de Grasse. Ceci étant dit, je vais rester centré sur le musée international de la parfumerie, puisque c'est ce qui nous intéresse et que c'est le sujet que je connais mieux, pour illustrer un cas effectivement de déménagement dans l'urgence que nous avons eu à mener en 2015. Avant d'y venir, je voulais juste vous présenter tout de même les réserves internes du musée de la parfumerie, qui, comme vous le voyez, sont actuellement dans une situation plutôt satisfaisante, sachant que le musée a été rénové tout de même en 2008, pour ouvrir en octobre 2008. Moi, je suis arrivée à peine un an avant, avec un transfert de collection qui s'est fait au bout de 6 mois, et on a eu 4 mois pour aménager, pour investir les réserves, et donc effectivement déjà des négociations pour pouvoir faire barauder, occulter les fenêtres, obtenir. Alors il y avait des rayonnages de prévus, mais il n'y avait pas d'adressage, de destination, on n'avait pas de localisation, on n'avait rien. Donc déjà tout ça est une phase améliorée, on va dire, au bout de plusieurs années. Et avec de nombreux chantiers de collection pour reconditionner. C'était pas exactement la même situation il y a 15 ans. Pour autant, c'est vrai que nous avons 3 réserves de collection en interne. Comme vous pouvez le voir, l'une qui est la plus grande, qui contient des flaconnages du 19-20e siècle et des objets plus fragiles, des grands formats d'affiches. Vous apercevez les petites boîtes bergamotes qui sont dans des placards, qui sont une collection du 18-19e assez fragile et particulière à Grasse. 2 autres petites réserves, beaucoup plus petites, qui contiennent tous les supports d'impression papier, que ce soit des photos, des étiquettes en parfumerie, des publicités et autres. Et une réserve cosmétique qui va comprendre des savons, des boîtes à poudre et plus largement des shampoings et autres objets de genre. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir, ces réserves-là sont quand même dans de bonnes conditions. On a également 2 autres petites réserves de matériel en interne. La R4 ayant été la toute première salle des constats, mais vraiment très petite, parce qu'à peu près 10 mètres carrés, et donc on l'a redestinée en petit... en lieu de stockage de matériel de conditionnement de proximité. Et puis en 2017, on a pu investir ce que vous voyez dénommé P+1, la réserve transit, qui est en fait une ancienne salle d'exposition qui avait été faite en 15 jours juste avant l'inauguration du musée et qui n'a jamais été exploitée comme telle, parce que trop petite, parce que inaccessible, parce que pas plus de 19 personnes. Donc, après moult utilisations par mes collègues de la médiation et autres, on a pu envisager de l'investir à partir de 2017 en ayant des budgets chaque année pour pouvoir commander du matériel, des plans de travail, des lampes à insectes et autres, ce qui en fait maintenant un lieu tout à fait convenable pour tout ce qui est des mouvements d'œuvre, l'étude des collections, la préparation des expositions, éventuellement des petits travaux de restauration. Voilà, ceci étant dit, je vais en venir maintenant aux réserves externes. Le Musée international de la parfumerie possède actuellement 3 réserves externes. Je commence par celle de la zone du Carré qui contient du matériel de laboratoire, beaucoup de verreries, et également aussi des publicités sur lieux de vente de grands formats et en 3 dimensions. Il se trouve que, comme vous le voyez au centre, c'est un bâtiment qui est un ancien centre de tri postal.
on n'est pas les seuls à occuper cet espace puisque en partie inférieure, nos collègues du MAP et de la Villa ont leurs propres réserves et qui sont moins bien lotis que nous, vous vous en doutez, malheureusement, et qu'à chaque pluie, effectivement, il y a des infiltrations d'eau, ce genre de choses. C'est un bâtiment d'ailleurs qui n'appartient pas à la ville de Grasse mais qui est loué. On est mitoyen avec la mosquée, et vous pouvez voir sur... Alors, est-ce que ça va marcher ? Là, ici, sur cette petite vignette-là, vous voyez déjà un chantier qui avait lieu à peine 3 mois après mon arrivée, et qui s'est fait entre Noël et Nouvel An. C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on sorte les collections, une partie des collections, pour que la mosquée puisse faire un espace dédié aux femmes. Qui est plutôt une très très bonne chose, mais évidemment, on nous a fait sortir Manu Militari des collections organiques qui étaient à peu près bien conservées dans un espace qui est celui auquel on va en venir, qui était dans de moins bonnes conditions climatiques. Et qui est... Alors, c'est dans la liste des 3 réserves, c'est effectivement le résultat là, du déménagement dans ce bâtiment qui s'appelle le bâtiment 35 d'Île-Séchoir. Je vous ai mis cet état de situation qui est vraiment celui qu'on a actuellement avec les 2 photos internes pour vous montrer qu'on essaye de conserver à minima, malgré des conditions qui sont loin d'être optimum, mais on essaye d'améliorer les choses. Et donc, en vignette au milieu, vous voyez l'élévation. Et pourquoi ça s'appelle le séchoir, sachant que c'est un état antérieur, puisqu'effectivement, on avait encore, c'était avant les travaux d'aménagement pour le transfert en urgence. Et il faut imaginer, sur la longueur, ces 2 allées que vous voyez sont une partie bétonnée, avec des grandes trouées au-dessus, puisque c'était une salle liée, destinée aux hydrocarbures, puisqu'on est dans d'anciennes parfumeries désaffectées, et qu'effectivement, c'est l'un des soucis que nous rencontrons sur Grasse, puisque nous sommes à flanc de collines dans une région montagneuse et qu'il y a très très peu de friches industrielles et ce sont bien souvent d'anciennes parfumeries. Enfin, une toute petite réserve externe qui a été effectivement investie en urgence en 2009 pour des châssis d'enfleurage, qui est une ancienne technique de parfumerie. Et il fallait libérer de l'espace dans une autre réserve pour accueillir d'autres collections. Et depuis 2009, ils sont effectivement dans cette situation. Dans un ancien baraquement EDF qu'on nous a d'ailleurs demandé de sortir en urgence avant Noël dernier. Bon, pour l'instant, la situation est stand-by, mais à savoir que les différents bâtiments sont en vente quand ils sont la propriété de la ville, et on sait qu'on a cette épée de Damoclès un petit peu toujours au-dessus de la tête. Voici maintenant la réserve de laquelle on a dû partir en 2015. Sur cette partie-là, vous voyez l'allée, quand moi je suis arrivée, je l'ai connue dans cet état-là, on va dire assez bien rangé. Ok, c'était pas hors d'air complètement, mais tout de même c'était une situation où on pouvait aller voir les collections et autres. Par contre, je vous laisse apprécier le fait que les artistes aimaient beaucoup nous rendre visite. Et que très souvent, on avait la surprise de découvrir de nouveaux graphes, peut-être tous les mois et autres. Mais c'est vrai qu'on était situé sur un terrain qui appartenait à la ville, mais qui était mitoyen avec une école privée. Donc il fallait contourner complètement ce bâtiment. Vous voyez la grande allée là, qu'un de mes anciens collègues techniciens est en train de dégager. Et il fallait même souvent aller voir l'administration scolaire pour demander aux professeurs de dégager les voitures pour pouvoir passer nos véhicules, sachant qu'on passait au travers de la cour de récréation des élèves. Alors, malheureusement, cette réserve qui avait, je vous remonte juste le volume, parce qu'on avait envisagé, on rêvait un petit peu en se disant oui, ça pourrait être réaménagé en réserve mutualisée, vu les volumes, on aurait pu envisager un projet dessus, mais ça n'a pas du tout été le choix retenu. Et donc, effectivement, malheureusement, de 2008 à 2013, cette réserve, on a un petit peu du mal à parler de réserve, on parle souvent de hangar, mais enfin bon, cette réserve qui contenait tout le matériel industriel de tout ce qui est de tout ce qui a fait la parfumerie grassoise au XXe siècle et qui a été démantelé dans les années 80-2000 et qui était arrivé là. En fait, du coup, a subi du vandalisme. Je vous laisse apprécier les dégâts. Et alors on a eu, je vous ai mis la petite alarme en clin d'œil, mais évidemment au bout d'un moment on n'a pas pu la faire restaurer, ils ont coupé le câble à la source. Et jusqu'en 2013 où on a connu une phase malheureusement de pillage de tout ce qui était des gros éléments en cuivre.
Malheureusement, on en était estomaqués, je ne vous cache pas. Pour autant, voilà, il a fallu se faire à la situation, d'autant que l'alambic que vous pouvez voir là, donc vous voyez les brides qui nous ont gentiment laissées, qui ont quand même été bien gentiment découpées, personne n'a rien entendu. En fait, les 2 derniers éléments de cette parfumerie qui a été très importante à Grasse, on en avait 8 à 10 exemplaires, il n'en reste plus que 2, ils sont présentés dans les collections permanentes au musée. Donc ça, c'est effectivement un triste constat, mais fort de ce constat, on avait mené en 2014 le récollement des collections en ciblant justement sur cette réserve. Donc ça a été fait durant l'été 2014, tous les éléments qui pouvaient être sauvegardés dans l'espoir de pouvoir trouver un lieu d'accueil qui soit plus sain. Et depuis 2011 à 2014, on avait aussi préparé un appel d'offres pour réaliser une réserve mutualisée. Alors, je vous montre juste cette image parce que on était arrivé vraiment assez loin dans le projet, qui n'a malheureusement jamais été concrétisé. Vous avez là un plan du CTTP qui indique juste, avec les petites pastilles, l'implantation de toutes les réserves, et pas seulement du musée de la parfumerie, mais c'était effectivement pour les 2 autres musées de France que gère la conservation. Et ça aurait été, voilà, on avait un bâtiment, un lieu qui aurait convenu. Malheureusement, entre-temps, alors là, on était l'été 2014, on a fait le récollement. Octobre 2014, le CTP était réalisé. On était sur une étude de faisabilité sur ce bâtiment. Et puis, fin 2014, on apprend que le bâtiment a été vendu. En fait, ils ont vendu notre réserve. Donc, on nous demande d'en sortir au plus vite. Sauf que... Bon, c'est une anecdote, mais c'est vrai que je m'entends dire encore que j'ai pas ni baguette magique, ni de potion magique, que je sais pas faire tourner les alambics sur mon petit doigt. Mais pour dire, on a eu la direction qui avait changé entre-temps aussi, et qui nous a obtenu un délai pour pouvoir organiser le transfert. Heureusement, la vente, elle a été faite avec le voisin, le collège privé, qui voulait évidemment rénover ses propres bâtiments et faire une extension. Donc ils ont été patients, ils ont accepté plusieurs mois d'attente, mais du coup évidemment le projet de mutualisation des réserves a été détourné au profit du transfert en urgence, et en mars on avait fait un nouvel appel d'offres qui était pour un transfert de ces collections vers l'un des lieux de destination qui n'était pas le plus adapté, parce que bien évidemment, comme vous l'avez entendu, pour les autres aussi, c'est en superficie, on avait du 1000 m² à Tombarel, et le lieu où on va arriver, qui était la première vignette que je vous avais montrée, le séchoir, on va avoir moins de 800 m². C'est encore moins hors d'eau, hors d'air, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de bureau, il y a des remontées d'eau, enfin, voilà, il y a une difficulté d'accès en camion qui peut avoir ses avantages, parce que du coup, on risque moins d'être vandalisé. Par contre, on accède moins facilement à nos collections aussi. C'est une balance à voir. Et puis, il faudra faire un percement en urgence d'une porte centrale. Je vous reverrai juste après, on va y revenir. Sachant que le bâtiment est monument historique, donc il est protégé, et qu'on a eu la validation a posteriori, à condition de l'habiller avec une claire-voie pour l'harmoniser avec le séchoir qui est au-dessus. Le calendrier qui a été retenu, c'était les vacances d'octobre 2015, pour pouvoir ne pas courir de risques avec les enfants en cours de récréation et le passage des camions, tout simplement. Et de faire les travaux aussi sur l'été qui a suivi pour pouvoir faire ce percement en urgence et autres. Donc là maintenant, j'en viens à la chaîne opératoire de ce transfert. Puisqu'il y avait eu du vandalisme et du pillage, il y avait évidemment des débris importants. Donc on a pu faire passer une société de nettoyage de réinsertion, hein, qui est venue enlever le gros des débris, puis un ferrailleur qui est venu lui enlever la plupart du métal. Je passe. Maintenant, je vous présente effectivement dans la chaîne opératoire, on avait prévu dans le CCTP, pour faire une économie du budget, de monter une station de nettoyage avec les collègues des collections.
Le but du jeu, c'était effectivement de poser les éléments avec le prestataire sur des cagettes, de les cercler, nous de les dépoussiérer. On était soutenus par nos collègues de l'administration qui sont venus nous donner un coup de main. Une traçabilité, comme vous voyez ma collègue au milieu le faire, sur la base d'une extraction du récollement, où chaque élément était indiqué sur sa palette. Et l'adressage s'est fait sur place au séchoir, donc je passe. Vous voyez l'enlèvement là, des gros éléments qui sont bien souvent qui dépassent les 3 mètres et qui peuvent dépasser les 3 tonnes. Le fameux séchoir avant transfert avec le percement de la porte ici, qui a été depuis habillé. Donc des beaux volumes, mais des ouvertures en partie haute, sachant que les filets pigeons n'ont pas suffi. Là, effectivement, le plan et l'adressage des allées qui nous a permis de localiser les palettes. Il y a à peu près 600 palettes, 600 objets sur palettes qui ont été transférés. Là, vous voyez les gros éléments effectivement qui lévitent, c'est assez impressionnant. Une dalle béton qui avait été coulée en urgence. Alors, le constat après transfert, c'est vrai que le passage des camions, comme vous le voyez, a défoncé un petit peu la chaussée. Bon, ça a été remis depuis. La charge au sol pouvait se faire. Là, si je reviens avant, vous voyez ici le déport qu'il y a. Les camions arrivaient au niveau là, et il fallait absolument avoir un camion grue. Arriver sur le platelage, rentrer à l'intérieur, etc. Donc ça demande des moyens, évidemment, assez conséquents. C'est assez surchargé. Accessoirement, on a retrouvé un objet dont on n'avait pas connaissance au moment du récollement, mais enfin, bon, on a réussi à faire des allées. Pour autant, il y a des problèmes d'infiltration d'eau. Comme je vous le disais, il y a des remontées capillaires dans les murs, mais pour autant, au moment des pluies, il pleut, il y a carrément des flaques. Heureusement que tout est sur palette. Et on a aussi des gros soucis avec les déjections de pigeons. On n'en est plus à la phase de ces 2 vignettes-là. On en est maintenant à celle-ci, sachant qu'en obstruant les ouvertures dans le plafond, on a repoussé le problème d'un niveau. Du coup, là, ici... depuis, en 2022, on a eu un autre chantier d'importance qui a été le rapatriement d'une usine dont la communauté d'agglomération avait fait l'acquisition en 2010 et dont nous étions bien en peine de rapatrier les éléments. Or, on a eu cette opportunité en 2022. Et évidemment, où est-ce que c'est venu ? Encore une fois au séchoir, dans la partie juste sous la partie séchoir, alors qu'il nous aurait fallu un autre espace, il nous manquait 200 mètres carrés, mais on n'a pas eu de réponse satisfaisante. On nous a dit qu'il fallait les faire entrer là. Donc là, la localisation de Monteux, vous le voyez, est sur la partie avancée là-bas, sachant que tout le reste est déjà complet. Et enfin, ce qui nous arrive maintenant, on reste dans l'urgence sur la réserve de la zone du Carré que vous avez aperçu, le fameux local centre de tri. On vient d'avoir l'annonce d'un avis défavorable de la commission de sécurité malgré des travaux de mise en conformité. Et je vous demande bien, on nous demande de sortir le plus vite possible. Pour aller où ? Au séchoir. Alors évidemment, là en bas, on ne pourra plus rien y mettre, mais on nous dit non, mais ça sera à l'étage. Donc on est très très rassurés. Donc du coup, on est en train de faire un chiffrage pour montrer la faisabilité ou non. Et en tout cas, ça m'inspire 3 axes de réflexion sur le traitement paradoxal entre les réserves internes et externes et le fait aussi, et le traitement aussi des collections matérielles et le label UNESCO pour le patrimoine immatériel qui a été obtenu à Grasse en 2018. Simplement, effectivement, de pouvoir inclure l'aménagement des réserves dès l'étape du PSC pour se faire accompagner de cette tutelle administrative et trouver une volonté politique pour nous aider effectivement à trouver un lieu sain, malgré les difficultés de terrain qu'il y a dans la région, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on est sur une région montagneuse et qu'il n'y a pas de foncier. C'est plus intéressant de vendre le foncier que d'en acheter, en fait. Et voir aussi un deuxième axe autour des aspects techniques et budgétaires. J'ai été contente d'entendre effectivement une AMO ce matin, parce que c'est précisément ce qui nous a manqué aussi dans la distorsion entre la conception et la réalisation sur d'autres projets. Enfin, l'aspect humain, c'est vrai que les soucis de communication liés notamment au turnover des interlocuteurs
mais souvent ramène le projet à zéro parce qu'il faut repartir de loin pour resensibiliser les nouveaux interlocuteurs, tout en restant conscient que les services techniques ont beaucoup d'autres bâtiments à gérer, qu'on n'est pas leur priorité, qu'il y a d'autres projets. Et pour autant, pour terminer sur une note positive, je voulais justement moi aussi remercier, en fait, dire que ce projet a pu être possible grâce à la conjonction de toutes les bonnes volontés, entre la patience du propriétaire, les moyens financiers de la tutelle administrative, la collaboration active des prestataires et surtout effectivement, la solidarité entre les équipes, comme vous l'avez vu, qui ont permis que ça puisse se faire quand même dans de bonnes conditions et de nous laisser un petit espoir pour un avenir plus serein et trouver une solution. Voilà, je vous remercie.